Salut à toi Bill Gravel, à toi qui aime poursuivre quand la route s'arrête. Et aujourd'hui, la route s'est arrêtée chez mon marchand de cycles préféré, Chris Bike Dijon. Vous avez déjà entendu parler sur la chaîne pour un montage tout à fait particulier sur ce cadre Grax 2 de chez Origine. Parce que enfin, on va monter aujourd'hui et puis après, prochaine vidéo, je vais partir bien évidemment le tester, à savoir le groupe 13 pignons, Campagnolo, le fameux groupe Écart, dont ça fait un petit moment que je tourne autour sur la chaîne. Et rappelez-vous, dans ma vidéo chez Léon, j'avais évoqué la difficulté, la limite quand on était en fait en monoplateau, d'avoir 11 pignons parfois, notamment quand on voulait vraiment faire un usage route de son vélo de gravel. Et effectivement, la solution aujourd'hui apparaît avec 13 pignons qui permet de rouler effectivement en mono. Et ça, eh ben, je vais les faire avec Mathias, notre expert ici. Mathias, en 2-3 mots, te présenter. Salut à toi, moi c'est Mathias Giraud, je suis mécanicien cycle chez Chris Bike depuis 8 mois. En parallèle de ça, je suis mécanicien aussi avec l'équipe Bourgogne-Franche-Comté en cyclocross et en VTT sur un team UCI composé uniquement de filles. Voilà. Un team UCI composé uniquement de filles. Mais alors aujourd'hui, ça va être spécial garçon entre mecs pour faire le montage du vélo. Mais les filles qui regardent cette vidéo, bien évidemment, sont les bienvenues. Bon, alors Mathias, la première étape, là on part du cadre nu, c'est quoi? La première étape, c'est de voir un peu tous les composants qu'on a sur ce groupe et puis de commencer petit à petit par des choses comme les roues, poser les disques, la cassette et puis les pneus qui sont déjà dessus. On va y aller petit peu. Donc l'idée, c'est quand même déjà de tout bien préparer son matos à l'avance. De voir clair, de savoir ce qu'on a à monter et puis d'avoir tous les éléments en main pour aller le plus vite possible. Et ben action! Action! Et donc maintenant, montage de la cassette. Alors la cassette Campagnolo Écart, en fait, suppose d'être sur un corps de roue libre un peu particulier. C'est ça? C'est ça, uniquement compatible avec Campagnolo. Et effectivement, je remercie Legend Wheels qui m'a envoyé cette paire de roues Carbone Pro que j'avais déjà une version sur la chaîne. Enfin, celles-là, elles sont encore de plus haut de gamme que celles que j'avais testées puisque c'était les SL. Et celles-ci donc sont été équipées avec donc le corps de roue libre qui va bien, justement pour monter les 13 pignons. Et ça commence à faire beaucoup de 13 pignons quand même sur une cassette. Donc on voit l'attention de Mathias dans lequel il faut bien monter et dans le bon sens. Alors, il faut savoir que cette roue libre, c'est un peu particulier puisqu'on a un départ 9 pour arriver en fait à 42. Donc, ça fait une roue libre quand même. Voilà, sachant qu'à l'avant, on doit être ici. Je vous montre, on va monter. Donc, c'est un 40. Donc, en fait, 49, ça vous fait l'équivalent, grosso modo à la louche, d'un 50-12 à peu près. Si on fait une comparaison. Bien sûr, ça dépend de la taille des pneus, la circonférence de la roue, mais à la louche, on est à peu près dans cette zone-là. Donc, première étape du montage, Mathias, on commence par monter. Ouais, les roues. Après, on peut passer sur tout ce qui est pédalier. Après, on enchaînera avec le dérailleur. Et là, on est sur un boîtier de pédalier, donc Pressfit. C'est ça, Pressfit. De chez Campagnolo, parce que Campagnolo sont équipés directement de roulement sur le pédalier et pas de roulement à l'intérieur du boîtier. D'accord, ce qui n'est pas le cas donc des autres marques, que ce soit Shimano ou SRAM. C'est ça. Donc les roulements sont directement là. Ils sont intégrés sur le boîtier et puis ils sont serrés avec une bague qui permet de ultérieurement les changer. Et du coup, par rapport à Shimano ou SRAM, qu'est-ce que ça change dans le fait qu'ils soient dessus? Alors, dans un sens, ça change nous de notre côté parce que il faut avoir des outils spécialisés pour enlever les pédaliers parce que du coup, le roulement est à l'intérieur du boîtier et scellé, enfin dans un sens scellé. Et donc, il faut avoir des outils spéciaux. Après, en termes d'entretien, c'est plus facile parce que du coup, quand on enlève le pédalier, on a accès directement au roulement et puis on peut les entretenir plus facilement. Donc, c'est plus facile pour l'entretien. C'est ça. La contrainte, c'est qu'il faut des outils spéciaux pour les monter en phase initiale. Donc là, on monte directement la manivelle gauche et puis on passera sur la droite.
et donc avec les roulements intégrés directement. Donc après montage du dérailleur, C'est ça, on monte le dérailleur, on installera après le cockpit que j'ai préalablement monté. la particularité en fait aussi du pédalier écart, c'est qu'il est en carbone et qu'il est directement fourni en bout avec une protection en fait. Et ça c'est bien, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Il y a des systèmes qu'on peut rajouter, mais là c'est directement intégré, donc ça permet de quand même de bien protéger tous les chocs, toutes les pierres. Et ça c'est quand on a notamment un pédalier en carbone, c'est d'autant plus important. C'est même indispensable. Et c'est même indispensable. Si Mathias le dit, c'est que c'est vrai. Et donc ensuite montage des étriers de frein. C'est ça. On commence par l'arrière, comme ça on met tous nos composants et après on fera passer les durites à l'intérieur du cadre. L'avantage chez Origine, c'est que c'est déjà guidé et ça nous facilite le travail. Maintenant, sur les gravels, tous les freins sont en flat mount. Ça se fait plus le direct mount. Non, En VTT, ça se fait encore? En VTT, ça se fait encore parce que les cadres sont assez larges, dû à la géométrie, et en gravel, on reste sur quelque chose de très restreint pour avoir quelque chose d'assez léger et réactif. Et, le post-mount, c'est l'idéal. Il y a des points de vigilance particuliers quand tu montes tes étriers de frein, pas spécifiquement? C'est l'étape d'après. L'important c'est de bien vérifier ses connectiques au niveau de l'hydraulique, de choisir les bons inserts, les bonnes olives pour que le circuit hydraulique se fasse au mieux et puis qu'il n'y ait pas de trous dans le circuit hydraulique et donc de trous dans le freinage. Donc étape suivante. On monte le poste de pilotage que j'avais déjà monté et puis comme ça on va pouvoir passer toutes les gaines et les câbles à l'intérieur. Donc en fait là je demande à Mathias qu'il me mette le plus bas possible parce qu'effectivement je trouve la particularité du Grax c'est qu'on est quand même très relevé et moi si on rajoute une entretoise je me trouve vraiment trop relevé sur le vélo, donc je préfère le mettre le plus bas possible. Il faut savoir que le Grax 2 par rapport au Grax 1, le Grax 1 avait une position plus aéro façon de parler, mais en tout cas était une position un peu plus courte, plus engagée. Et ils ont vraiment relevé le poste de pilotage du Grax 2. Mais du coup, moi je trouve que si on rajoute des rondelles, je me sens vraiment trop haut, un peu mode vélo hollandais. Donc je préfère qu'il soit plus bas. Ça correspond mieux à ma façon de piloter. Et j'attire votre attention sur ce cintre très particulier dont je vous reparlerai. Et une position très particulière des cocottes dont Mathias nous parlera aussi tout à l'heure. Parce que les cocottes de chez Campa sont un peu particulières et ne peuvent pas être mises n'importe comment sur le cintre. Donc après, on enfile les gaines. C'est ça. Pas besoin de mettre de guide câble, elles ressortent automatiquement de l'autre côté du cadre. Ça veut dire qu'elles sont guidées à l'intérieur du cadre en fait. C'est ça. Donc ça c'est un gros gain de temps. Et puis d'entretien aussi. Parce que quand c'est guidé à l'intérieur, l'inconvénient c'est qu'on a toute la saleté à l'intérieur du cadre qui rentre et puis les gaines après elles bloquent et pour nous c'est un peu galère. C'est ça. Donc là, on va tirer le câble du dérailleur. C'est ça, on va le mettre sur la gaine qui est à l'intérieur du cintre, caché sous la guideline. Et puis après, on le fera rentrer dans le câble. Et donc là sur le montage des freins hydrauliques Campa, des points particuliers, enfin j'imagine c'est comme tous les montages hydrauliques. C'est ça. C'est l'étanchéité surtout qui est importante. L'étanchéité super importante, bien respecter, et ça c'est la base, l'huile qui est préconisée. Sur Campagnolo, pardon, on est sur de l'huile minérale, donc relativement moins agressif que la DOT. Donc la DOT, c'est plutôt ce qu'on a chez SRAM, c'est ça? C'est ça. SRAM, on peut l'avoir chez Hope par exemple, ouais. Enfin d'autres choses comme ça. Et donc c'est quoi donc la différence entre la DOT et justement le minéral? C'est quoi la différence particulière? Alors la DOT, beaucoup plus agressive.
C'est une huile qui a tendance à faire gonfler les joints. Donc pour nous mécaniciens, c'est compliqué parce que si c'est pas bien entretenu et qu'on se retrouve à faire une purge alors que ça n'a pas été fait depuis des années, malheureusement on sait déjà d'avance que le frein il sera foutu quoi. Ah ouais, Parce qu'à l'intérieur les joints sont dilatés et qu'il n'y a plus rien à faire. Et du coup, en termes justement de purge de système de frein hydraulique, qu'est-ce que toi tu préconises, Mathias? Alors moi ça dépend de la pratique de toute façon. Après je trouve que c'est au ressenti. Si du jour au lendemain on a moins de freins, admettons on change les plaquettes. Dans un sens théorique, je pense que c'est une purge toutes les 2 vies de plaquettes. Une purge toutes les deux, c'est un repère qu'on peut se donner, ça. C'est ça, c'est un petit repère. Parce que tu sais, sur la chaîne, j'essaye de donner des repères simples. Donc, une purge toutes les 2 vies de plaquettes. C'est ça. Donc ça va dépendre après, effectivement, du nombre de bornes que vous faites par an, de si vous utilisez beaucoup les freins ou pas. Donc, ça va dépendre des régions, de votre manière de rouler. Oui, puis de la pratique aussi. Et de la pratique. Et du coup, entre le minéral et le DOT, les durées de vie sont similaires ou pas? Alors les durées de vie, oui, sont similaires. Après, la DOT, il faut entretenir très très régulièrement ses freins, plus qu'avec de la minérale. Donc, donc la DOT, c'est ce qu'on a chez SRAM. C'est ça, chez SRAM, chez Hope, chez Avid. Après en gravel, il y en a moins. Mais, Et donc chez Shimano et chez Eccar, on est sur de la minérale. C'est ça. D'accord. Et on peut, question vraiment bête, hein, enfin, est-ce qu'on peut mettre de la DOT du Shimano et inversement? Qu'est-ce qui se passerait si on mettait du minéral chez SRAM par exemple? Eh ben, du minéral chez SRAM, votre frein ça sera très poreux. Vous aurez plus du tout de toucher. Après, ça peut ne. Enfin, ça aura. Ouais, c'est parce que ça change la viscosité, c'est ça? Ça change pas la viscosité parce qu'en fait, les 2 huiles se mélangeront pas. D'accord. Nous, on le remarque souvent parce que on a des parties, comme si vous mélangez de l'huile et de l'eau. Enfin, ça se mélange pas. C'est ça se mélange pas et on le voit tout de suite. À l'inverse, si vous mettez de la DOT dans du minéral, si vous purgez avec de la DOT des minérales, vos freins seront foutus parce que tous les joints à l'intérieur vont avoir gonflé. Et si vous les repurgez, il n'y a plus rien qui passe. D'accord, ok. Donc il faut bien respecter, mettre la bonne huile qui correspond bien donc au bon système de freinage que vous avez sur votre vélo. Alors, petit point de situation. Eh ben, on a tout qui est connecté sur le vélo, nos freins, notre dérailleur, et puis on va mettre les roues, ça va commencer à prendre forme. Et puis on va faire des réglages, des centrages d'étrier, on va mettre la chaîne, régler les vitesses, et puis on mettra la guidonine à la fin. Ok, parfait. Eh ben, suite des étapes. Bien sûr, on en axe traversant qui est le standard maintenant effectivement sur les vélos de gravel, bien évidemment, qui apporte à la fois plus de rigidité puis plus de sécurité aussi. Tu vois un autre point, l'intérêt d'un axe traversant? Eh ben, la facilité, on n'a qu'une pièce. Sur les axes de 9 mm, on avait 2 ressorts de chaque côté, un boulon de l'autre côté. Donc là, plus fragile aussi un axe de 9. C'est ça, plus fragile. Donc montage de la chaîne maintenant. C'est ça. Elle est particulière la chaîne sur un 13, elle est plus fine? Forcément, elle est particulière. Après, on change forcément le côté plus solide parce qu'on se retrouve avec un monoplateau et une chaîne qui va monter plus haut par rapport à du 12 vitesses et donc quelque chose de plus solide. Ouais. D'accord. Donc la chaîne est renforcée en quelque sorte. Ouais. Parce qu'une des critiques des fois que je vois certains sur le monoplateau, c'est qu'ils disent effectivement par rapport à la ligne de chaîne qui sollicite beaucoup plus et qui occasionne une usure prématurée de la chaîne et des pignons. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, en tant que mécano? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai parce que ça reste de la mécanique et puis on leur demande de faire une petite chaîne comme ça, de mettre finalement une puissance énorme dessus parce que
La puissance qui est dégagée par nos petites cuisses est quand même assez importante. Et puis on leur demande d'aller de droite à gauche, souvent avec des distances beaucoup plus longues les unes les autres. Donc là, on est sur une attache rapide hein, chez Écart. Alors, la plupart des chaînes maintenant sont D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses toi, en tant que mécano entre l'attache rapide et le maillon traditionnel, on va dire? Je vois pas d'inconvénient ou de fragilité sur la tâche rapide parce que c'est quelque chose de certi. On s'en sert en moto, donc je vois pas pourquoi on s'en servirait pas en vélo. Ouais. Donc par contre, est-ce que tu conseilles comme là d'avoir, ça c'est une attache rapide de secours, de l'emmener avec soi notamment sur les grosses sorties? C'est ça. En cas de casse? On n'est pas à l'abri d'un bris de chaîne, même si notre vélo est super bien réglé. Donc il vaut mieux avoir dans le sac à dos ou dans la poche une petite attache rapide, ça prend pas de place. Et puis comme ça on est tranquille si on doit rentrer à la maison. Et tu la conseilles de la monter avec quel outil quand tu es au milieu des bois? Et ben de toute façon un dérive-chaîne. Dérive-chaîne classique? Classique, pour enlever, avoir 2 maillons du coup mâles. Et puis pour pouvoir positionner son attache rapide. Donc là on passe au réglage du dérailleur. C'est ça, on va attaquer le réglage. Et le réglage du dérailleur Écart est particulier par rapport à un dérailleur, je sais pas, GRX par exemple? Non, parce que ça reste le même système, c'est la même logique. Donc alors comment ça marche ce système sur ce dérailleur Campa alors? Alors à l'inverse de SRAM, on ne touche pas à la chape, on a juste à basculer le dérailleur vers l'arrière. Le bouton sort. On a vu le petit bouton là qui est sorti. Et donc là il est en position haute. On a juste à rebasculer en arrière. On appuie. Et il revient. D'accord. Donc ça permet effectivement de garder la chape ouverte justement pour démonter facilement la roue. Ok. Et donc dans le réglage d'un dérailleur, on commence par quoi du coup? Eh ben, on commence par régler ses butées hautes, ses butées basses pour donner des limites au dérailleur. Et qu'on ne fasse pas de bêtises en mettant la chaîne coincée derrière notre cassette. Et puis, quand la chaîne tombe derrière, ça c'est vraiment chiant. Parce que des fois elle est coincée, notamment quand on est au milieu des bois, c'est vraiment emmerdant. C'est chiant et le coup tu oses de péter le... C'est ça. Et dans un sens, c'est un mauvais réglage de derrière. J'attire votre attention sur ces roues Legend Wheels Pro. On a un excellent moyeu puisqu'on est sur un moyeu DT Suisse, le 240, qui est vraiment, enfin je pose la question à l'expert, mais qui est vraiment un bon moyeu. Ouais, très bon moyeu, très light. On est sur un système ratchet de chez DT Suisse, quelque chose de fiable, résistant, si c'est bien entretenu, comme tout de toute façon dans le vélo. Et ouais, aucun problème là-dessus. Ok, c'est top. J'attire votre attention sur le magnifique travail d'usinage qui a eu lieu sur l'arrière de la cassette. Voilà, pour ceux qui aiment les belles pièces, c'est vraiment un très beau travail. Et savoir que le groupe Écart, c'est un groupe qui ne nous vient pas d'Asie, mais qui est fabriqué en Italie. Donc ça rapproche quand même un vélo qui se rapproche d'un vélo européen, en tout cas, à défaut d'être 100% français. Donc maintenant, réglage des étriers de frein. Alors, est-ce qu'il y a une technique miracle pour régler les étriers de frein ou pas vraiment? Alors, une technique miracle, mais qui marche que de temps en temps, c'est de faire tourner la roue, de bloquer et puis de serrer une fois. Après, la meilleure technique, c'est de le faire à l'œil, de centrer et puis de serrer une fois qu'on est centré. Ça prend du temps, mais après, on est tranquille. L'inconvénient de la première technique, c'est que des fois le disque finalement on centre pas l'étrier vraiment centré et on n'utilise qu'un côté des plaquettes. On use qu'un côté des plaquettes. D'où l'intérêt quand même de prendre du temps à bien centrer son disque. C'est ça. Sachant que sur Campa, il y a un système un peu particulier notamment pour le rappel des plaquettes, je crois, un système magnétique, me semble-t-il. J'ai vu ça. Je vais vérifier l'information. Je mettrai ça dans les commentaires. Mais justement, qui permet justement d'éviter ce qui nous gêne parfois, c'est que les plaquettes ne reviennent pas toujours très bien, vous savez, à la fin de certains freinages. Et du coup, on a le disque qui frotte et c'est un peu désagréable des fois en termes de bruit. Et apparemment, Campa aura amélioré ce système-là, mais ça, on le verra à l'usage. Et donc maintenant, on va passer à l'étape de finalisation, à savoir mettre la guidoline, déjà bien centrée ce cintre très particulier.
Et ça, voilà, c'est la clé dynamométrique, c'est ça qu'on reconnaît un vrai mécanos parce qu'il a une clé dynamométrique, quoi. C'est pas une clé, la clé classique. Ça fait tout de suite pro hein, avec la clé dynamométrique. Ça fait pro et puis. C'est surtout précis. C'est pas une question de pro, c'est que sur des périphériques comme ça, même de l'alu, ça peut, si c'est trop serré, si c'est pas assez serré. Donc là, on est sur un pivot carbone, donc respecter surtout les préconisations, ça évite de casser. Ça peut surprendre de casser un pivot carbone, ça m'est arrivé, donc. Bah, ça sert d'expérience après, visiblement. Hein, une fois qu'on en a pété un, j'imagine que. Ah, parce que quand le pivot est pété, là, il faut changer la fourche. Il faut changer la fourche, et puis quand on est sur le vélo en descente et que d'un coup on n'a plus rien, ça fait bizarre. Ah, j'imagine, ouais, ça va être un peu surprenant. Ouais. Et donc maintenant, étape de finalisation, on va poser la guidoline. Et c'est cette guidoline que j'aime tant, la guidoline Lézard Skin, qui je trouve a un toucher très particulier, comme l'on l'indique, un toucher un peu peau de lézard, mais qui est à la fois très confort et surtout qui a une excellente adhérence. Que ce soit enfin un bon grip, que ce soit voilà, quels que soient les terrains, je trouve que le grip est excellent, mais un grip qui est associé au confort. Enfin moi c'est ce que j'ai sur mon 3T et depuis je suis vraiment un grand adepte de cette guidoline. Donc quand tu montes la guidoline, tu conseilles de partir sur le bas? Ouais, moi parce que je sais qu'il y a des techniques différentes. Hein. C'est ça, il y a des techniques différentes. Ça dépend aussi de la forme du cintre? De la forme du cintre. Sur des cintres carbone, des fois, on nous demande de mettre la guidoline à partir du haut. Je trouve que ça fait pas une belle finition en bas du cintre, du coup. Et puis après, c'est comme tout. Hein. C'est le client est roi, comme on dit. Et ben voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Vous avez pu donc assister en direct grâce à l'excellent Mathias donc au montage de groupe Écart Campagnolo sur ce Grax 2. L'étape suivante, bien évidemment, ça va consister à aller rouler avec ce vélo. Il ne manque plus que des pédales et bien sûr, ça fera l'objet d'une vidéo test du groupe Écart en situation. On va surtout applaudir Mathias parce que c'est grâce à lui qu'il a pu faire ce montage dans un temps assez record. Moi, j'étais bluffé et j'ai bien fait de donner ce vélo à un expert. Il était beaucoup plus vite que moi et surtout, il a surtout bien mieux fait que moi. Je le remercie infiniment. Il n'était pas tout à fait à l'aise devant la caméra, mais c'est normal, c'est la première fois pour lui. Un petit mot pour conclure? Eh ben non, un plaisir de monter ce vélo. Tiens, c'est là la caméra, faut que tu regardes, c'est mieux. Avec un groupe que je connaissais peu. Et puis, non, un joli vélo avec une sacrée gueule, il n'y a plus qu'à, quoi. Voilà. Encore merci à Mathias. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu, pensez à mettre des commentaires. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si certains roulent déjà avec ce groupe Écart, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du look maintenant de ce Grax que vous avez connu sur la chaîne avec le groupe GRX donc de chez Shimano. Maintenant, on passe au Trespignon et il n'y a plus qu'à partir rouler. Ciao, ciao!